Vous regardez Période d'essai, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. J'ai le plaisir de recevoir Sophie Roge, qui est l'autrice de « On se fait une pause », café, réunion, pause sur Internet, ce que le non-travail dit de nous. C'est publié aux éditions Vuibert. Bonjour Sophie. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours de recherche et nous expliquer ce qui vous a amené à parler des pauses au travail ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait une école de commerce et en Master 2, il fallait faire un mémoire. Et j'avais fait déjà des expériences de stage, etc. Et je me suis dit, c'est l'occasion rêvée de parachever ma formation en management en étudiant plus précisément certains auteurs. Et donc, je me suis embarquée là-dedans. Et à l'époque, je regardais la série télé The Office. Et je me disais, c'est assez fabuleux parce que cette série montre très concrètement le quotidien de travail. Mais en fait, personne travaille dans The Office. Et donc, je me suis dit, c'est un peu étonnant. Donc, je vais étudier ça. Et donc, j'ai été épaulée par une super tutrice qui était sociologue des médias à l'EHESS, Sabine Chalon de Mercey. Et donc, j'ai étudié le non-travail dans The Office en Master 2. Et après, j'ai fait des expériences professionnelles où, en fait, j'ai réalisé que c'était effectivement tout un pan de la vie en organisation qui était très bien décrite dans cette série et que c'était tout à fait réaliste en fait. Et après, par différents hasards de circonstances et puis en fonction de la progression de mon parcours, j'ai décidé en fait de me replonger dans les études et de faire une thèse sur le non-travail à l'ESCP du coup. Alors, comment est-ce que vous définissez la notion de non-travail ? Qu'est-ce qui relève du travail ? Qu'est-ce qui relève du non-travail exactement ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu ? Oui, alors c'est vrai que c'est un terme qui parle tout de suite, mais ce qui est assez étonnant, c'est que tout le monde en fait a sa propre appréhension du non-travail, et c'est d'ailleurs ce dont je me suis servie pour le conceptualiser dans ma thèse. Pour le dire très simplement, le non-travail, c'est tous les moments où on travaille pas ou pas complètement au travail. Et en fait, ça peut être plein de choses différentes, et c'est comme ça un peu que c'est abordé en recherche. Et donc, moi, je me suis attachée à essayer de collecter le plus de données académiques là-dessus. Donc, ça allait de la pause autour de la pause café, des discussions auprès du distributeur d'eau, des différents types d'interactions, mais aussi de certaines activités individuelles comme le fait de procrastiner en ligne, des choses comme ça, qui sont des études parfois très très précises. Et donc ça m'a servi en fait pour proposer ma propre conceptualisation. Et moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas conceptualisé toute seule, j'ai co-conceptualisé avec mes participants ce concept en leur demandant très simplement de noter dans un journal de bord tous les moments où selon eux ils travaillaient pas ou pas complètement. Et après, à partir de là, on a fait des entretiens, des échanges pour essayer d'affiner notre compréhension de ces activités. Et ça m'a conduit à proposer une conceptualisation dans ma thèse du non-travail. Et donc, c'est un peu plus compliqué que cette vision un peu simple. C'est de se dire que c'est des actions ou des interactions qui sont totalement ou en partie autotéliques, c'est-à-dire qui ont en elles-mêmes quelque chose qui n'est pas instrumental ou fonctionnel, c'est-à-dire pas utile pour le travail à faire au travail. Voilà. Et alors, au travers de cette définition, vous avez abordé plein de situations, vous venez de nous le dire. Il y en a qui sont, je pense, très évidentes. On peut penser à la pause cigarette, vous l'avez dit, la pause café. Est-ce qu'il y a des moments un peu plus surprenants et un peu moins habituels que ces deux exemples qu'on vient de donner? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont surprise dans ma quête du non-travail et dans ma collecte. Il y a effectivement, comme vous le dites, tous ces instants assez typiques, c'est-à-dire des choses qui sont tellement typiques que ça en devient représentatif de la vie de bureau. Donc ça peut être la pause déjeuner, la pause cigarette, la pause toilette, des choses physiologiques, etc. et qui sont d'ailleurs légalement encadrées puisqu'on a le droit à des pauses légales. Donc c'est des pauses qui sont, on va dire, organisationnellement tolérées. Mais en fait, en creusant ces pauses, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas si typiques que ça et qu'en fait, elles étaient extrêmement riches, toutes. Et donc, il y a vraiment plein d'appréhensions différentes et plein de configurations différentes. Et donc, à côté de ces pauses un peu typiques que j'ai réussi à collecter, j'en ai collecté d'autres qui étaient parfois plus surprenantes. Et en fait, ça m'a conduit à en collecter au total 38 différentes. Donc, par exemple, 7 types d'interactions différentes en fonction de ce dont on discute avec ses collègues, de la longueur de l'interaction, etc. Et donc, c'est très riche et ça m'a permis de montrer que déjà, le non-travail est absolument partout au travail et très surprenant aussi que ça peut être du travail.
en fait. C'est-à-dire qu'il y a très spontanément des participants qui m'ont dit « Ah mais moi, pour moi, le non-travail ultime, c'est la réunion qui sert à rien, c'est un travail inutile que mon boss me donne, qui finira par être jeté à la poubelle, etc. » Donc en fait, ça peut être aussi tout un processus où c'est pas tant l'activité en elle-même que le résultat qui en fait est nul et donc rétrospectivement devient du non-travail. Et donc j'ai proposé différentes typologies pour essayer de préciser un peu ces 38 activités différentes. Et donc je me suis rendu compte qu'il y en avait à l'échelle organisationnelle, donc c'est-à-dire le non-travail qui est généré par l'organisation elle-même, souvent de manière voulue, voire orchestrée, donc par exemple en faisant des petits déjeuners d'équipe, des team building, des choses comme ça, mais aussi sans que ce soit voulu par l'organisation, c'est-à-dire des dysfonctionnements organisationnels qui empêchent les gens de travailler. Il y a aussi toutes les formes collectives, bien évidemment. Et puis, il y a les dimensions individuelles du non-travail, donc ce qu'on fait quand on est tout seul à ne pas travailler. Et enfin, à l'échelle individuelle, il y a ce qui a été le plus dur à collecter, c'était ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire que personne ne le voit à part soi-même, mais c'est par exemple quand on décroche en réunion ou quand on perd le fil, on est en train de travailler sur un truc sur son ordinateur et puis par errance de clics, on se retrouve à chercher un appartement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est ce que j'ai appelé le non-travail intrapsychique. Donc en fait, j'en ai trouvé à 4 niveaux, 38 activités différentes, et à chaque fois, en fait, c'est plein de configurations différentes et surtout plein d'émotions différentes qui sont associées, puisqu'il y a du non-travail qui est positif, qui est bien vécu, du non-travail qui est complètement subi, comme le fait d'être interrompu, et du non-travail qui est parfaitement neutre, qui ne provoque rien chez le participant, qui juste arrive comme ça, nous tombe sur le coin du nez, mais sans qu'on ait vraiment voulu ou sans qu'on y réfléchisse. Dans le débat public, on parle beaucoup de surcharge de travail, d'intensification, de burn-out, ce sont des sujets qu'on voit revenir fréquemment. Votre enquête, elle montre une réalité qui est plus nuancée que cette image d'un monde professionnel constamment sous pression. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos résultats ? Oui, je contredis pas du tout ce constat, voire même à ma petite échelle, j'y contribue, puisque c'est effectivement la représentation dominante. C'est que le travail domine tout, se déverse dans tous les autres pans de la vie et que y a vraiment une hégémonie du travail qui, selon moi, est liée au fait que on a une indiscutabilité du sens qu'on donne au travail. C'est l'activité humaine par excellence, la plus noble, etc. Alors ça a des ramifications historiques, on pourra y revenir, mais je contredis pas du tout ce constat. En revanche, je m'interroge parce que je me demande dans quelle mesure toute cette intensification du travail ne camoufle pas en réalité du non-travail. Est-ce que quand on travaille en étant constamment sollicité, interrompu, en étant obligé de faire 3000 choses à la fois, est-ce qu'on travaille vraiment ? Est-ce qu'on produit quelque chose de vraiment valable ? Ou est-ce que, au contraire, c'est pas une forme de travail empêché et de non-travail ? Donc ça, c'est le premier constat que je poserai là-dessus. Et ensuite, effectivement, ce discours dominant de la colonisation du travail partout cache, à mon avis, une autre réalité qui est un peu plus enfouie, qui est que la vie résiste au travail et que en fait, on a le travail dans la vie quotidienne et son poids, mais on a aussi la vie quotidienne au travail qui, en fait, quand on interroge les représentations qu'on en a, est fait de temps long, de temps d'ennui, de temps suspendu, et en fait, les deux cohabitent, mais on a tellement un discours qui vante l'activité, voire la suractivité, qu'en fait, on a tendance à camoufler ce non-travail et tout un pan, finalement, de notre vie quotidienne au travail. Mais justement, vous l'avez dit, quand on nous pose la question « qu'est-ce que vous faites dans la vie ?», on parle tout de suite de notre métier. Alors, qu'est-ce que ça révèle comme place du travail dans notre société ? Et est-ce qu'on est face à une spécificité française ? Est-ce que là, il y a des écarts avec d'autres pays ? Alors moi, je me suis cantonnée à étudier une population de cadres citadins, pour la plupart parisiens, qui travaillaient dans un bureau. Donc j'ai pas fait d'études comparatives étrangères, mais c'est une des pistes de recherche futures qu'on m'a fortement suggérée, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des dimensions culturelles qui rentrent en jeu. Ce qui est sûr, c'est que cette idée que pour savoir un petit peu plus de choses sur quelqu'un, on lui demande directement ce qu'il fait dans la vie, et que ce soit, en fait, de nommer son travail, ça révèle quelque chose. Ça révèle la place centrale du travail dans nos vies, puisque c'est pas étonnant, comme le dit Dujarrier, c'est une construction historique. Il y a le travail, c'est ce qui nous confère des droits.
une identité, une insertion sociale. C'est ce qui, du travail à l'école à la retraite, façonne complètement qui on est et comment on apparaît socialement aux yeux des autres. Et donc, c'est effectivement une activité qui devient supérieure, ce qui a été à l'époque très bien décrit par Weber dans l'éthique protestante. Et la question qui se pose, je pense, c'est de se demander si c'est que ça, si c'est notre seule identité valable, ou si on n'est pas des individus beaucoup plus complexes avec d'autres engagements, d'autres types d'activités. Et cette question, je trouve, traduit bien le fait que on nous cantonne à nos activités productives, alors que, d'un point de vue identitaire, il y a plein de choses qui pourraient nous définir, autres, dans le hors-travail notamment, qui pourraient aussi participer à nous connaître mieux. Alors, vous mobilisez un auteur un petit peu inattendu, qui est La Bruyère, l'auteur des Caractères. Je lis l'extrait. La Bruyère décrit, et selon moi avec une grande justesse, comment cette prépondérance hégémonique du travail dicte nos postures et nos comportements. Il faut se montrer occupé. Notre quotidien, il faut se montrer occupé tout le temps. Et, in fine, nos identités, il faut se montrer occupé tout le temps pour avoir l'air important et intégré au tissu social, quitte à générer une mascarade qui part littéralement dans tous les sens. Alors, vous suggérez ici que nous passons parfois autant de temps à paraître occupé qu'à l'être réellement. Pourquoi cette mise en scène de l'activité, elle est si importante? C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, je suis sous l'eau, je suis complètement débordé. Oui. Pourquoi est-ce que cette mise en scène, elle est importante? Alors moi, ce que j'essaye de montrer dans ma thèse, c'est ce non-travail, ça permet quoi? Ça permet de questionner profondément le travail, les conditions de travail, le poids du travail dans nos vies, avec une prise de recul un peu plus légère parfois que cette espèce de vision qu'on a où, je trouve, mais c'est assez délétère, ça devient un badge d'honneur que d'avoir fait un burn-out. Donc on a vraiment cette idée que via l'effort constant, productif, etc., on deviendrait quelqu'un de valable, et le non-travail vient un peu torpiller ça de façon, je trouve, assez rafraîchissante parce que comme le montre La Bruyère, donc en 1687, quand même, les Caractères, donc c'est les portraits de Simon et Clitandre qui sont deux personnages absolument savoureux, qui passent effectivement leur temps à gesticuler partout et qui se donnent à voir comme importants, mais qui en fait, il le dit, ne vont nulle part. Et je trouve que ça représente très très bien à la fois ce que j'ai voulu dire avec mon échantillon, qui était des cadres travaillant dans un bureau. Et le bureau, c'est un espace-temps extrêmement normé, extrêmement codifié, où il y a toute une mise en scène de soi. Donc là, je me suis appuyée sur les travaux de Goffman pour montrer que, en fait, il y a tout un art de la mise en scène de soi au travail, où il ne s'agit pas seulement de faire, mais de montrer qu'on fait. Parce que si on ne communique pas sur son travail et si on ne le donne pas à voir, est-ce que on est récompensé? Bien souvent non. Et donc ça devient toute une mise en scène de soi qui peut conduire par capillarité à se poser la question de est-ce qu'on a vraiment fait le cœur de son cœur de métier, ou est-ce que juste on se met en scène comme étant sous l'eau, comme travaillant beaucoup, comme étant très agité, et où finalement on produit rien de valable. Donc c'était un clin d'œil à mon passé d'étudiante littéraire, et pour montrer qu'en fait c'est des questions qui sont très anciennes, et que dans le bureau, je trouve que c'est toute une scénographie qui permet de réexplorer ce concept, et où du coup, moi j'ai utilisé la métaphore théâtrale pour montrer que il y avait en fait toute une dimension de mise en scène de soi au travail, où le non-travail apparaît en fait comme des coulisses, où on peut réajuster un peu le masque qui parfois chancelle de sa posture professionnelle, et ça nous permet en fait de tenir le coup toute la journée, parce qu'on n'est pas tout le temps productif ou efficace au travail, et il s'agirait de le reconnaître, ce qui est encore tabou. Et donc pour compenser, on donne le change, on se met en scène, on camoufle un peu les moments d'errement, tout ça. Et donc ça m'a permis de montrer ça, et puis ça permet d'explorer plein de choses, ça permet d'essayer de décortiquer un peu le travail en tant que processus, où en fait il y a les moyens de faire quelque chose, le résultat obtenu, et peut-être que parfois la posture et l'exigence professionnelle sont à dissocier. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des personnes qui donnent l'impression qu'elles font beaucoup alors qu'en fait, elles produisent rien ou mal. Et à l'inverse, des gens plus silencieux qui sont moins doués dans l'art de se mettre en scène et qui, silencieusement, produisent quelque chose de concret, mais juste personne le voit parce qu'ils le crient pas sur tous les toits. C'est presque aussi codifié que le théâtre du XVIIe siècle, finalement, cette histoire. Alors, votre enquête, elle recense des dizaines de formes de non-travail, depuis les discussions informelles jusqu'à la procrastination en ligne.
Qu'est-ce qui revenait le plus souvent dans les témoignages sur ces moments de non-travail? Alors effectivement, j'ai collecté donc 38 activités. Ce qui était intéressant, c'était de voir, une fois que je les ai un petit peu ordonnancées en termes de niveau d'apparition, de configuration, de ce que ça pouvait représenter pour les participants, je me suis un peu amusée. Et donc c'est vrai que j'ai essayé de voir des choses qui étaient comparables ou au contraire très différentes. Et donc il y a effectivement des choses qui m'ont beaucoup surprise. La première de toutes, je crois que c'est la difficulté que j'ai eue à attraper les moments où il ne se passait rien. Ce qui montre bien que on fait rarement rien au travail et que le rien est frais. Et donc, même quand on travaille tout seul, on fait quelque chose. Donc, on fait un solitaire, on lit ses emails personnels, on achète en ligne, etc. Mais les moments où on ne fait rien sont très rares. Et les personnes qui m'ont parlé de ces moments me disaient, il y en a une en particulier qui me disait, je sais qu'en regardant par la fenêtre comme ça dans le vague pendant 15 minutes les oiseaux qui s'envolent, je passe pour une sociopathe. C'est-à-dire qu'il y a cette conscience que ne rien faire au travail, c'est absolument déroger à l'esprit et à la règle de ce qu'on est censé faire au travail, c'est-à-dire se montrer actif. Donc ça, c'était la première chose qui m'a un peu étonnée. Ensuite, ce qui m'a profondément étonnée aussi, c'était qu'il y avait des activités extrêmement répandues. Donc par exemple, la procrastination en ligne, tout le monde le fait, ou alors le fait d'être dérangé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une seule participante qui a délibérément, spontanément, remarqué qu'elle-même pouvait déranger les autres. Ce qui m'a ouvert la porte à un pan que j'avais absolument pas prévu, qui est que le non-travail est absolument très subjectif et perceptuel. C'est-à-dire que mon non-travail, alors ceux de mes participants, est toujours justifié. Il y a toujours des très bonnes raisons de non-travailler. En revanche, le non-travail des autres est sujet à toutes les critiques et toutes les remises en question. Et le pire, c'est bien sûr le non-travail des chefs. Et donc, ça permet par capillarité de montrer qu'il y a tout un ensemble de tensions dans les représentations, avec son non-travail qui est toujours légitimé, toujours justifié, et le non-travail des autres qui est toujours problématique ou toujours indu. Et donc, ça permet en fait de se rendre compte que, en fonction de la perspective qu'on adopte, ce qui est du travail pour les uns peut être du non-travail pour les autres, et vice-versa. Et c'est aussi le troisième élément qui m'a frappée, c'est à quel point travail et non-travail, la frontière est très floue. Et donc, il y a des tâches de non-travail, par exemple une pause cigarette entre collègues où on parle des dernières infos concernant l'organisation qui, en fait, est extrêmement utile pour le travail. Et heureusement qu'il y a ces moments informels où on sait, en fait, les bonnes informations. Donc, c'est très utile pour le travail. Et à contrario, il y a des activités typiques de travail qui sont des espèces d'énormes mascarades où il se passe rien et où juste, on prétend travailler collectivement alors qu'en fait, personne n'est là pour la raison initiale. Vous montrez que certaines pauses contribuent donc au fonctionnement collectif, comme vous venez de le dire. Est-ce que le non-travail peut s'avérer utile dans d'autres situations? On a compris, il y a les réunions où le débrief parfois vaut même plus que la réunion elle-même. Finalement, est-ce qu'il y a d'autres situations de ce type-là où vraiment le non-travail sert à rendre des situations un peu plus favorables? Tout à fait. Alors, c'est complètement le diagnostic formulé par tout un courant de pensée. Donc, il y a notamment le champ des Critical Management Studies qui pensent que ce non-travail est un symptôme, en fait, qui exprime des dysfonctionnements organisationnels profonds. Il y a surtout l'approche que j'ai appelée clinique, qui voit, en fait, dans ces instants qu'ils appellent méta-travail, interstitiel, en fait, le réel du travail. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de passer d'un travail prescrit par le top management qui est forcément réducteur et forcément imprécis, voire irréaliste, à une activité dont s'emparent les collectifs de travail, qui par la discussion collective, par l'échange informel, par le partage informel de savoir et de connaissances, par la discussion, permettent de s'approprier le sens de ce qu'on fait, de le faire de façon qualitative, et donc en fait ça permet de réinjecter du sens dans son travail. Et donc c'est un soutien très fort à l'activité puisque c'est ce qui permet la marge de manœuvre ou ce que Yves Clos appelle le pouvoir d'agir. Alors du coup moi ça m'a beaucoup aidé cette lecture pour montrer justement le côté flou du non-travail qui en fait peut être très très utile et très soutenant pour le travail à faire. Mais ce que je reproche un peu à cette lecture, c'est de réinjecter ces activités qui sont quand même en décalage par rapport à ce qu'on est tenu de faire dans un tout travail en fait relatif à la performance, à l'efficacité, où finalement ce serait que des soutiens à l'activité et non pas des moments quand même malgré tout un peu
à côté, ce que moi je persiste à croire et ce que mes participants m'ont montré, c'est-à-dire que s'il y a des discussions collectives à la machine à café qui parlent boutique, on parle aussi d'autre chose, de son week-end. Donc certes, ça peut être utile pour générer du lien, pour fluidifier les relations, pour créer un sentiment d'appartenance, mais c'est pas que ça. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à utiliser la notion de non-travail, puisqu'elle se définit en opposition au travail? Tout à fait. Alors c'est un peu ce que j'ai essayé de chahuter dans toute ma recherche, c'est est-ce que c'est tant en opposition que ça? Et la réponse est bien sûr non, ce n'est pas du tout en opposition, c'est en articulation, parfois en tension avec le travail, mais là où j'ai tenu quand même à le maintenir formulé de cette manière, c'est parce que dans la lecture académique dominante, c'est vu comme une opposition au travail, comme une forme de résistance, notamment par la littérature mainstream, donc qui est très attachée à l'idée d'augmenter la productivité, l'efficacité, la performance. Ne pas travailler au travail, c'est une incongruité. Ça peut être vu comme un misbehavior, c'est-à-dire une posture radicale où en fait on refuse la mise au travail. Et c'est une question qui tourmente les penseurs du management depuis le début, depuis Taylor. Le point de départ de Taylor et sa direction scientifique du travail, c'est quoi? C'est de se dire les ouvriers font de la flânerie systématique. Comment faire en sorte que ça s'arrête pour qu'ils fassent ce qu'il appelle une honnête journée de travail. Donc il y a une connotation morale qui est très forte derrière. Et donc pour lui, ça passe par la direction scientifique du travail, c'est-à-dire on calcule le temps optimal qu'il faut pour réaliser une tâche, on enlève tous les gestes inutiles, donc on détruit le non-travail pour ne faire que des tâches optimisées pour assurer le maximum de performance. Marx dit pas le contraire, Weber dit exactement pareil. Donc en fait, tout le monde est tellement obsédé par le travail que très vite le non-travail devient quelque chose à annihiler, un nouveau territoire qui résiste à conquérir, une forme de résistance et d'opposition. C'est donc vraiment dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est le ferment de toute la contre-culture ouvrière avec l'idée que on ferait de la grève du zèle, de la perruque, de la grève, on brise les machines, etc. Et en fait, cette radicalité du non-travail, je tenais quand même à la garder en la recouvrant derrière une appréhension que j'ai appelée anti-travail, mais je montrais qu'au travail, dans le bureau, en fait, ce non-travail consiste globalement à ne pas être très radical, mais juste à traîner la patte, à pas être du matin, et donc ça interroge cette portée radicale, en fait. Et avec le télétravail, il y a beaucoup d'espaces informels qui ont disparu ou alors qui se sont transformés. Quelles ont été les conséquences sur notre façon de travailler et de ne pas travailler? Alors c'était très intéressant parce qu'effectivement ma thèse a eu lieu pendant le Covid et spontanément j'avais des participants qui m'ont noté des journées de télétravail. Alors je note que c'était des participantes à l'époque. Et donc elles ont ouvert la porte à une dimension nouvelle qui est quand le bureau disparaît. Moi à la base je m'étais cantonnée à l'espace-temps de la journée de travail au bureau pour des cadres qui est déjà malmené puisque un cadre étant mobile, il travaille avant, après le bureau. Donc de toute façon ça avait déjà explosé avant même que j'essaye d'y arriver. Et donc j'ai fini par inclure le télétravail et puis quand il y a eu le confinement de façon très opportuniste, je leur ai redemandé de me faire un journal de bord de non-travail de confinement et certains s'y sont prêtés. Et donc j'ai pu en fait faire varier les scénographies de travail et ça m'a permis de constater une chose très importante. Alors je l'ai pas fondamentalement assez creusé dans ma thèse ni dans mon livre c'est une des pistes de recherche futures que j'ai, mais ce qui a été très étonnant, c'est à quel point moi je m'attendais à voir des choses rocambolesques et en fait pas du tout. C'était en fait très utile ce que faisaient les gens en télétravail, c'est-à-dire faire leur ménage, aller récupérer un colis. Donc c'était pas du tout des choses, c'était pas du bureau buissonnier spectaculaire. C'était en fait une organisation personnelle qui était fluidifiée parce qu'il n'y avait pas à faire semblant de travailler. On pouvait couper l'ordinateur, faire autre chose, rallumer. Donc on pouvait s'organiser en se soustrayant au regard des autres. Et là où c'était très intéressant, c'est que j'ai quand même fait une petite comparaison entre le télétravail et le télétravail de confinement. Et en fait, dans le télétravail, c'était du télétravail très heureux, puisque en fait, on se soustrait au collectif, ce qui permet de mettre fin à une forme de non-travail très très insupportable, qui est le fait d'être constamment interrompu. Et donc, on permet, en étant chez soi et en modulant ces échanges, de laisser le collectif à distance et donc les interruptions à distance. Et donc, on peut bizarrement être plus concentré et faire plus de travail de fond. Et donc, les gens avaient l'impression de beaucoup plus travailler pendant leur télétravail. En revanche, pendant le confinement, le rôle de soupape du collectif a fini par manquer.
parce que travailler isolément dans des conditions qui sont pas optimales, puisque rien n'était prêt à l'époque pour ça, a conduit peu à peu les gens à se refaire des rythmes de bureau, donc à se refaire toute une routine extrêmement contraignante, s'aménager un espace pour retravailler, s'aménager finalement un agenda quotidien qui ressemble très très fort à celui qu'ils avaient au bureau. Alors, on parle beaucoup de productivité et de performance, hein, et notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez le sentiment que l'injonction à être occupé en permanence avec ces tâches à forte valeur ajoutée, hein, l'expression qu'on entend beaucoup, est-ce qu'elle est en train de s'accentuer, cette injonction ? Alors oui, moi j'en suis convaincue et c'est absolument délétère parce que on pourrait penser, et je pense que c'est un peu le constat que font beaucoup d'anthropologues, j'en ai cité pas mal dans ma thèse, on pourrait penser que l'histoire du progrès technique notamment est associée à une réduction de l'effort et du temps de travail. C'était un peu ce qu'envisageait Keynes aussi. Or, ce qu'on constate, c'est que non. Il s'agirait de toujours en fait lutter pour maintenir une forme d'activité, ce qui n'est pas illogique quand on sait à quel point c'est le travail, c'est du travail que découlent tous nos droits sociaux, toute notre intégration sociale. Ça pose par contre des problèmes majeurs. Je pense que ça crée au plus près de l'activité de travail une intensification et une pression qui est délétère. C'est pas au prix d'un temps libéré. Pas du tout. C'est au contraire, il faut faire plus dans le même temps, donc c'est pas du tout un gain. Et par ailleurs, ça pose encore et toujours, je trouve, la question du sens de nos actions et de notre temps à l'échelle politique, à l'échelle sociale, collective, puisque il y a plein d'activités qui sont extrêmement utiles, mais qui sont pas comptabilisées comme étant des activités productives, de l'emploi salarié. Je peux penser par exemple au travail du care, au travail des aidants, au fait de prendre soin de soi et des autres. Donc il y a des enjeux RH et organisationnels absolument passionnants derrière sur l'organisation et la réorganisation du temps de travail. Est-ce que le temps gagné peut être libéré pour faire autre chose? Est-ce que les autres choses qu'on peut faire grâce à ces progrès technologiques peuvent nous permettre d'être investis pleinement pour se donner le temps du soin de soi, des autres, voilà. C'est des questions qui me paraissent essentielles et qui aujourd'hui ne sont absolument pas posées, puisqu'on sait que par exemple l'IA, il y a des coûts cachés aussi. Donc le non-travail permet de mettre la lumière aussi sur tout un ensemble de choses liées aux activités et aux suractivités qui sont laissées dans l'ombre. On l'a vu avec le confinement, quand on arrête d'être en suractivité, ça génère des choses pas inintéressantes en termes d'écologie, en termes de baisse de la pollution. Et donc tout ça, c'est des questions qui, je pense, devraient être débattables socialement, collectivement, et pas en suivant une espèce de tendance qui finirait par s'imposer sans que personne questionne ce que ça fait au travail. Alors pour conclure, comme l'avait la tradition de l'émission, il nous faut 3 suggestions de lecture pour approfondir le sujet. Le plus important, ce serait, et moi c'est ce que j'ai expérimenté en étant doctorante, c'est de revenir aux bases. Et donc je suggérerais fortement aux auditeurs qui sont intéressés par la question du non-travail de partir du départ, c'est-à-dire de lire Taylor, la direction scientifique du travail, de lire Le Capital de Marx, qui parle également de ça, et de lire L'éthique protestante de Weber, qui a depuis en plus été repris par Capello et Boltanski en 1999 dans un super ouvrage également. Merci Sophie d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous. Alors, on se fait une pause, café, réunion, pause sur Internet, ce que le non-travail dit de nous, c'est publié aux éditions Weber. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Période d'essai.